Et ils se battent sur un terrain qui, quand même, nous interroge sérieusement. De quoi s'agit-il ? Je vais vous dire ça, vous allez me dire, quand je vais lire ça, vous me dire mais c'est complètement fou ce projet. Non, c'est la réalité. La Russie, et d'ailleurs c'est pas un projet, c'est la réalité. La Russie a lancé il y a 2 ans un vaisseau spatial de recherche pour une arme nucléaire anti-satellite. La Russie a lancé ce satellite conçu pour tester les composants d'une potentielle arme anti-satellite qui transporterait un dispositif nucléaire. À ce stade, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et j'aurai besoin de vos lumières, Didier, et celle d'Amaury Dufay dans un instant, qui est chercheur à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Mais d'abord, vous, est-ce que vous pouvez me décoder cette phrase, cette annonce qu'on peut lire ce matin dans le Wall Street Journal? Pour ce que j'ai compris, rappelez-vous que justement au mois de février dernier, il y avait eu une déclaration des élus du Congrès américain, du comité du renseignement, qui expliquait qu'ils avaient été briefés sur un problème et un projet russe qui, en fait, serait un satellite de recherche qui serait potentiellement en train de tester, pour ce qu'on en avait compris, des composants qui pourraient servir à la destruction de satellites dans l'espace. On en avait parlé, ça de tueurs de satellites, exactement. Mais c'était en projet. Là, non, il a été c'était lancé. plus qu'en projet. C'est-à-dire que la phrase exacte qui avait été donnée par les autorités américaines, qui avait été assez discrète sur la question, c'était « il n'y a pas de capacité active, mais potentielle », ce qui correspondrait effectivement à l'envoi de composants en test. Bon, et ça, dans la foulée, en revanche, d'un véritable test de destruction antimissile qui avait été mené en novembre 2021, rappelez-vous, et qui avait détruit un vieux satellite russe et qui avait réveillé en sursaut l'équipage de la Station spatiale internationale, à bord duquel d'ailleurs il y avait 2 Russes. Donc on sait bien que les Russes travaillent sur des armes, mais celle-là, elle n'était pas dans l'espace, elle était partie du sol. Donc on voit bien que les Russes travaillent depuis, en tout cas clairement depuis 2021, il y a sur de la menace d'armes anti-satellites. Et là, ça serait de la menace d'armes anti-satellites en l'espace, qui plus est potentiellement nucléaire, ce qui est en contradiction avec les traités de 1967 qui l'interdit clairement, et c'est correspond au fait qu'au mois d'avril dernier, les Russes ont refusé de voter au Conseil de sécurité une nouvelle, une résolution proposée par les Américains et les Japonais qui demandait justement à ce qu'on réaffirme le fait qu'on n'utiliserait pas d'armes de destruction massive dans l'espace. Alors ce satellite en question, donc il s'appelle Cosmos 2553, il a été lancé le 5 février 2022, c'est très précis. Le mois de février 2022, ça nous dit quelque chose. Et il voyage autour de la Terre, nous dit-on, secrètement. Amaury Dufay, merci d'être avec nous, chercheur à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Un satellite qui, d'abord, voyage autour de la Terre secrètement. Vous confirmez le secret ? Ce qu'il faut savoir... Oui. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'espace, c'est qu'il est assez difficile de distinguer en fait les types de charges utiles. Autrement dit, vous pouvez envoyer un satellite avec une mission que vous déclarez, mais il peut emporter tout à fait des charges utiles qui peuvent être, elles, contenues secrètes. Donc, ce n'est pas parce que, en quelque sorte, vous pouvez suivre le satellite et le voir qu'il n'a pas de capacité masquée. Et sur cet aspect nucléaire, ce qu'il faut savoir, c'est que les armes nucléaires dans l'espace ne fonctionnent pas du tout comme les armes nucléaires dans l'atmosphère. Il n'y a pas d'effet de souffle. En fait, il s'agirait essentiellement d'engins nucléaires capables. Leurs effets sont essentiellement des radiations. Donc, il s'agit en fait de les approcher d'autres satellites, probablement plutôt en orbite basse. Donc, en gros, on parle de l'orbite qui irait à peu près d'une centaine de kilomètres à 2000 kilomètres environ, et en fait de s'en rapprocher suffisamment pour qu'il y ait cet effet explosion, cet effet radiation, et qui permet en fait de toucher l'électronique. Et enfin, je dirais, alors pour le coup, je rejoins totalement Didier François, notamment cette fameuse phrase des Américains, pas active mais potentielle. Faut savoir que c'est quelque chose qui est activement recherché, y compris en Chine, avec beaucoup de programmes de simulation. En fait, il s'agirait d'envoyer des armes nucléaires sur un missile qui irait vers ces orbites, qui détonnerait pour cibler, par exemple, des satellites, des constellations de satellites telles que Starlink, par exemple. Mais alors, tout le monde la cherche, cette arme fatale ?
Vous parlez de la Chine, on parle de la Russie. Les Américains sont aussi en train d'élaborer ce type d'armes ? Non, c'est interdit. Alors, je sais, il y a des sources qui montrent que effectivement la Chine travaille avec un programme de simulation, donc il ne s'agit pas de tests en conditions réelles. Il me semble assez naturel, il me semblera en tout cas assez logique que la Russie cherche à développer aussi ce genre de programme de simulation. Et alors pourquoi pas les Américains, même si de ce point de vue-là, je n'ai pas d'informations. Mais c'est quelque chose effectivement qui est assez investi. Vous dites non parce que vous disiez non, c'est interdit. Encore une question technique. Alors cette arme, si elle était déployée, elle pourrait anéantir les satellites, par exemple. On pourrait viser les Russes viseraient éventuellement les satellites américains. Quelles seraient les conséquences de l'utilisation de cette arme dans l'espace, Monsieur Amaury ? Alors, déjà, petit point sur l'interdiction. En réalité, la lettre du traité de l'espace de 67 interdit le placement d'armes sur orbite, ce qui veut dire qu'il n'est pas interdit de les faire transiter. C'est pour ça que dans ce cas de déploiement, en fait, il s'agirait essentiellement d'une tête nucléaire en fait, que vous placez sur un missile, un petit peu comme un test anti-satellite, et simplement, voilà, vous visez une certaine orbite, notamment par exemple mettons une constellation de satellites ils sont groupés, ils sont relativement proches les uns des autres. L'idée c'est que vous avez cette détonation, leur électronique grille, les satellites du coup sont neutralisés et à ce moment-là sur cette portion d'orbite avec les satellites neutralisés, du coup vous créez une sorte de zone aveugle qui peut être une zone aveugle par exemple du point de vue du GPS de l'adversaire, des systèmes de positionnement, du point de vue des systèmes de communication si on parle de Starlink. Bien sûr, le risque, c'est que de fait, vous créez des débris, des objets inertes, qui après peuvent représenter ce qu'on appelle une menace cinétique. Ce sont des débris avec des risques qui sont assez bien connus de collision et envers d'autres satellites sur la même orbite. Pierre Aski, c'est quand même un projet de déstabilisation totale. Oui, mais vous savez, il y a quelques années est sorti aux États-Unis un roman d'anticipation qui s'appelle La Flotte Fantôme. Qui a été écrit par un ancien militaire et un consultant sur les questions stratégiques et qui se base sur les technologies existantes ou en préparation, un peu comme Minority Report il y a quelques années. Et le scénario commence par la destruction du système GPS par des satellites, par des armes chinoises dans ce roman. Et c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'enjeu, il est pas petit. C'est-à-dire que si vous neutralisez le système GPS, vous avez une fenêtre d'opportunité pendant laquelle un bateau américain qui est au cœur du Pacifique, il sait plus où il est, il sait plus où il va, etc., etc. Après, les voitures électriques, on peut tout imaginer. Voilà. Et donc, on est dans un scénario à la fois de science-fiction incroyable, mais on est aussi dans le concret et le réel. Il faut savoir que il y a eu une période d'une trentaine d'années pendant laquelle tous les Soviétiques et les Américains, puisque c'était les deux superpuissances de l'époque, se sont abstenus de tout travail sur la militarisation de l'espace. Et ce sont les Chinois qui ont relancé, qui ont mis une pièce dans la machine, les premiers, en 2007, en détruisant à partir du sol un de leurs vieux satellites. Et ça avait créé un émoi considérable parce que on sentait que la machine se remettait en route et on est là 15 ans plus tard avec ce type de projet un peu fou. Alors Poutine avait dit c'est une invention totale. Je ne sais pas si on peut l'écouter, Vladimir Poutine. On l'écoute. Cette question concerne la clameur qui s'est élevée récemment en Occident, y compris aux États-Unis, au sujet du déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Notre position est claire et transparente. Nous avons toujours été catégoriquement opposés au déploiement d'armes nucléaires dans l'espace et nous continuons de l'être. Il y a une obsession spatiale de Poutine, Vera, ou pas ?
Il y a plutôt l'obsession d'avoir tous les moyens pour mener la guerre, à mon avis. Donc, il utilise, on voit la guerre conventionnelle, la guerre informationnelle, la guerre hybride aussi, contre surtout l'Occident. Et on voit qu'il n'est pas loin aussi d'utiliser quand même l'espace pour ces objectifs de guerre qui, bon, peut-être partiellement sont aussi un peu de la dissuasion. Il veut aussi montrer qu'il a cette volonté et capacité de le faire. Mais après, on se rappelle que dans la dissuasion, la crédibilité est très importante. Donc, peut-être quand même, ils font des choses qui peuvent effectivement déstabiliser cet espace qui est très crucial pour les relations internationales. Et d'ailleurs, ça nous montre la réalité de ces intentions, comparant avec ses déclarations, parce qu'il a dit juste avec Xi Jinping qu'il stabilise le monde, qu'il contribue à la stabilité internationale, sauf que les actions comme ça, dans l'espace, avec nucléaire, bien sûr, ça va à l'encontre de ces idées. Alors, juste une question, pardon, puisqu'on parlait de scénario, de guerre, ça nous ramène à la guerre des étoiles, mais alors dans le film, est-ce que ce satellite, s'il présente ce danger-là, est-ce qu'il faut le détruire? Alors attention, Amaury Dufay l'a bien expliqué, on est dans une phase recherche. La deuxième chose, c'est qu'il l'a bien expliqué aussi, oui, nous sommes extrêmement dépendants de nos communications satellitaires en termes occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre système de commandement dépend de ça. On ne va pas détruire, parce que là pour le coup, encore une fois, même si on est en train d'essayer dans un premier temps de faire respecter le droit et de durcir ou c'était pour ça, de faire en sorte que la non-prolifération dans l'espace et que l'espace ne soit pas militarisé. Parce que plus on militarisera, plus tout le monde, c'est ce qu'il expliquait, sera obligé à ce moment-là d'aller vers une course aux armements qu'on veut éviter. Amaury Dufay, est-ce qu'on peut neutraliser ce satellite avant qu'il ne produise un acte fatal pour la paix dans le monde? Alors, plusieurs choses. Pardon, en quelques secondes, excusez-moi Amaury. En quelques secondes. Oui, d'accord, en quelques secondes. Très bien. Je pense qu'il faudrait... déjà, il faudra savoir s'il est effectivement opérationnel, savoir quelle est son orbite. Et après, il existe différents moyens de neutraliser un satellite. Ça passe pas forcément par une destruction. Au sens strict, on le fait exploser, mais ça peut passer par des moyens de neutralisation ou même tout simplement pour gêner ses opérations. Les Russes pratiquent d'ailleurs régulièrement ça. Il s'agit en fait de satellites qui viennent tourner autour d'autres satellites pour gêner ses manœuvres, gêner ses communications. Il ne s'agit pas forcément en soi de le détruire, mais en tout cas de montrer qu'on sait ce qu'il fait, on le voit, et on l'embête, en quelque sorte. Voilà. Merci. Je dirais que ça serait certainement un moyen plus sage pour le neutraliser. Merci Amaury Dufay. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir été avec nous dans cette émission. Pierre Aski, Didier François, Vera Grandseva. À très vite, j'espère, dans le temps de l'info. Dans un instant, on revient